et à tous sur le circuit de Francorchamps pour l'événement automobile belge tant attendu, les 24 heures de Francorchamps, 56e édition. Au sommaire de moteur cette semaine, les 24 heures de Spa, bien sûr, avec le best-of concocté par l'ensemble de nos équipes et le résumé complet des 2 manches belges du championnat d'Europe des voitures de tourisme. Et c'est d'ailleurs avec l'ETCC qu'on va attaquer cette émission, l'occasion pour un spectateur de ces Proximus 24 heures de Spa de prendre ma place l'espace de quelques instants. Résultat d'un concours organisé par RTL ici dans l'enceinte du circuit. Mais comptez sur moi pour bien m'accrocher au micro. On est bien ensemble, non ? Avant d'entrer dans le vif du sujet des 24 heures, place au championnat d'Europe des voitures de tourisme, le fameux ETCC. Comme on pouvait s'y attendre, la lutte a fait rage entre BMW, Seat, Alfa, bien avant le départ des 24 heures. Et du côté belge, on attendait avec impatience la prestation de Kurt Mollekens au volant d'une des 320 officielles. On nous avait annoncé une superbe bataille, on a eu droit à la guerre. Plus on approche de la fin de saison, plus les artificiers de l'ETCC redoublent d'efforts et d'audace pour parvenir à leur fin. Les Francorchamps étaient le terrain idéal pour un combat acharné entre les pilotes officiels BMW, Alfa Romeo et Seat. Avec un premier avantage au constructeur allemand, puisque l'auteur de la pole n'était autre que Jörg Müller, qui précédait d'un souffle la surprenante Seat Toledo Cupra de l'espagnol Jordi Gene. Comme on pouvait le craindre, le départ de la première joute faisait déjà son lot de victimes. Une manœuvre audacieuse de Kurt Mollekens envoyait Fabrizio Giovanardi en toupie, de quoi provoquer aussi la perte du pauvre Alex Zanardi qui passait par là par hasard. Résultat, une BMW et une Alfa déjà au tapis et une pénalité pour le pilote belge, fauteur de troubles. À l'avant du peloton, on ne se souciait guère de ces incidents, York et Dirk Müller emmenant dans leur sillage Andy Priault, Jordi Gene et un Gabriele Tarquini, visiblement prêt à tout pour rendre à Alfa Romeo son lustre de la saison passée. Équipiers au sein du team Schnitzer, York et Dirk Müller allaient gratifier le public d'un duel d'anthologie, de nature à faire naître quelques cheveux gris sur les tempes des responsables de BMW Motorsport. Osant tout et encore plus, les 2 Allemands ont passé leur temps à se frôler, jusqu'au moment où Dirk a pris l'avantage sur Jorg, la preuve qu'il est encore possible de doubler en force au passage de la nouvelle chicane Buster. Ne s'en laissant pas compter, Jörg Müller rendait un chien de sa chienne à son équipier à la source pour retrouver la tête du classement. Et le docteur Mario Thyssen d'apprécier le travail de ses pilotes avec un air dubitatif. Au bout du compte, Dirk remportait la première manche pour 3 minuscules dixièmes de seconde face à Jorg, tandis que Jordi Gene offrait un nouveau podium à Seat. Moins en verve qu'à l'accoutumée, Andy Priault, le pilote du team RBM de notre compatriote Bartman Pai, prenait les points de la 4e place, précédant l'Alfa de Tarquini. On inverse le top 8 de la première manche, moins la Seat de Diefenbarer, pour obtenir la grille de départ du 2e affrontement. De quoi offrir au Brésilien Augusto Farfus une pole position mise à profit pour empêcher l'Espagnol Antonio Garcia de prendre l'avantage. Une manœuvre qui vaudra une pénalité au pilote de l'Alfa numéro 3. Le premier passage au combe était déjà fatal à la Seat de Jordi Gene, délicatement poussé vers les bas-côtés par Dirk Müller, le 2e de la manche initiale. Farfus ayant hérité d'un avertissement, Tarquini prenait furtivement la 2e place avant de laisser Dirk Müller imposer sa BMW au prix d'un freinage d'anthologie au bus-stop. Dans la remontée vers les combes, Augusto Farfus poussait le bouchon trop loin en écartant vigoureusement Jörg Müller de la trajectoire idéale. Une manœuvre qui rendait la direction de course folle de rage et qui allait aboutir à une pénalité officielle pour le bouillant brésilien. N'ayant plus rien à perdre, Farfus parachevait son œuvre dans la chicane suivante, transformant Müller en pilote de rallycross. Gabriele Tarquini en profitait pour se retrouver au commandement, non sans devoir résister à Jörg Müller lors d'un long duel dans la descente vers le raidillon. Mais de retour au combe, le bouchon rouge finissait par sauter, Jörg Müller parvenant à prendre les rênes de la manche devant Tarquini et Dirk Müller. Champion en titre, Gabriele Tarquini ne pouvait que constater la supériorité des 320i face à sa 156 GTA.
Dirk Müller prenant le sillage de son équipier au grand dam du pilote Alfa. À l'issue de ces nombreuses empoignades, Jörg Müller remportait la victoire devant Dirk et Antonio Garcia, BMW s'assurant ainsi toutes les marches du podium. Le constructeur allemand a donc remporté avec maestria la bataille des Ardennes que notre compatriote Kurt Mollekens a terminé au 7e rang à l'issue d'une furieuse remontée. Au championnat, Prio subit la loi des pilotes Schnitzer, mais avec 6 courses encore au programme, Dirk Müller est loin d'être assuré du titre. Voilà pour le TCC toujours aussi spectaculaire. Place maintenant aux 24 heures proprement dites avec un début de course qui s'annonçait explosif entre les Ferrari et la Saline. Résumé des premières heures de course avec Vincent Franzen et Nathalie Pierrard. Si le clan Saline a perdu la bataille des qualifications au profit de la Ferrari 550 Maranello de la BMS Scuderia Italia, œuvre de Fabrizio Golin, c'était pour mieux se reprendre dès le feu vert. L'Allemand Uwe Alsen prenait effectivement assez vite le meilleur sur les Italiens Golin, Bobby et Babini. Les Ferrari allaient même jusqu'à refuser le combat, soucieuses de ne pas confondre sprint et endurance. Pendant que la meute prenait son envol, un premier drame se jouait au pied du Raidillon. N'ayant pu donner vie à sa Chrysler Viper GTSR du Zwans Racing, le Hollandais de Belgique Val Hillebrand poussa à la force des bras son bolide vers la pitlane afin de permettre à ses mécanos d'intervenir. J'essaie de démarrer au départ, elle ne démarrait pas, elle ne commençait pas. Alors j'ai laissé tomber jusqu'à la fin de pits. J'ai essayé tout en radio, essayé de faire l'électronica, de faire reset, mais ça ne marchait pas. Alors j'ai dit j'essaie de pousser, est-ce qu'on peut se faire ça? Il a dit je sais pas mais essaye. J'ai essayé, j'ai demandé à Stéphane Rattel s'il me voulait aider mais il ne pouvait pas, alors c'est dommage. D'autant plus dommage que la 9 inaugurera la liste des abandons pendant que la 10 de Marc Duhet, Stéphane Lemré, Loïc Deman et Fanny Duchâteau se maintenaient déjà dans le groupe de tête dans le sillage des meilleurs Ferrari et Saline. Moins de chance par contre pour Steve Van Meningen qui envoyait sa Porsche en toupie dans la nouvelle chicane bus stop, mettant un point d'honneur à soigner la note artistique. À l'avant du peloton, Alsen se ménageait rapidement une petite avance, tandis que les Ferrari de la BMS Scuderia Italia faisaient la jonction avec le reste du peloton. Le deuxième incident sérieux se déroulait dans la montée de Kemmel, où la Ferrari 360 Modena GPC de Christian Pescatori éclatait un pneu avant de percuter les barrières de sécurité. Si le pilote italien s'en tirait sans mal, sa machine était par contre grièvement touchée. Le deuxième retrait des 24 heures était officialisé après 7 tours seulement. Et ce n'était pas fini. Se débattant au volant d'une Gilet Vertigo au comportement douteux, Yves Lambert cédait le volant à Jean-Pierre Van de Hover qui était d'emblée victime d'un bris de pont arrière. Pour le Track Promotion Team, l'aventure s'arrêtait avant même d'avoir réellement commencé. La voiture marchait super bien le premier tour, je n'ai vraiment rien ressenti. Et quand je suis arrivé à la source, j'ai plus dû passer de vitesse. Moi je pensais que c'était le pont ou la boîte. Mais il semblerait que ce soit une pièce au niveau du triangle arrière qui soit cassé. À l'avant du peloton, les premières neutralisations permettaient au Ferrari 550 Maranello de relayer la Saline de Alsen, Bartels et Van de Poel en tête du classement. Mais entre ces bolides, les écarts restaient peu importants. À quelques encablures surgissait un deuxième groupe de voitures comprenant ces fameuses BMW M3 V8 GTR officielles, engagées via la formation Schnitzer, qui donnait l'impression d'attendre leur heure, non sans se rapprocher pas à pas de la première partie du classement. Même constat pour les Porsche 996 GT3 RS du Freisinger Motorsport, avec la 50 de Stéphane Ortelli, Emmanuel Collard et Romain Dumas à l'affût. Mais tout n'était pas aussi simple dans le clan allemand, puisque la 99 de Lieb, Lourd et Massen sortaient de la route, de quoi nécessiter l'intervention des mécaniciens. Comme on pouvait s'y attendre, le début de soirée était marqué par quelques incidents importants,
À commencer par l'abandon de la Nissan 350Z, notamment pilotée par Vincent Rademacher. La grande nouveauté de ces 24 heures s'en allait déjà sur la pointe des pieds. C'est un arbre de roue avant gauche qui a lâché. Et en fait, on n'a aucune assurance que si on remonte à nouveau, il ne va pas lâcher également. Donc c'est un gros risque parce que là, ça s'est passé sur une zone sans danger. Mais si ça se passe à très haute vitesse, on peut vraiment abîmer la voiture très fort. Plus étonnants étaient les ennuis qui allaient successivement frapper les BMW M3 GTR officiels. C'était d'abord au tour de la 142, celle de Jörg Müller, Dirk Müller et Hans Stuck, de rejoindre son stand avec une inquiétante fumée sous le capot. Le diagnostic faisait état d'un problème de durite, de quoi faire perdre une demi-heure à la belle allemande. Et alors que l'équipe Schnitzer s'affairait sur la 142, la 143 annonçait ce retour sans crier gare et sur 3 roues. Mollekens, Prio, Garcia et Lamy n'allaient pas perdre trop de temps dans la mésaventure, mais pour l'escadrille BMW, l'avertissement était sérieux. Guère plus de réussite pour la Chevrolet Corvette C5R de Marc Gossens et Anthony Kumpen, rapidement ralenti par une épidémie de poulies de courroie de la pompe à eau. Pendant que certains confondaient vitesse et précipitation sans nécessairement faire preuve de rapidité sur un tour, d'autres n'allaient pas beaucoup plus loin, à l'image de la Saline Conrad Motorsport de Walter Lechner Jr., qui n'assistait pas non plus au coucher du soleil depuis la piste. Les spectaculaires salines défrayaient d'ailleurs la chronique à plusieurs reprises, jusqu'au moment où la 5 d'Eric Van de Poel, de retour en tête de la course, s'immobilisait dans la nouvelle portion. Visiblement en proie à des ennuis de pompe à essence, cette fois le haut du classement était décapité et notre Tintin national plutôt dépité. Ça ne peut pas être l'essence, parce qu'on a toujours 2 tours de sécurité. Donc c'est soit dans le système de pompe à essence à l'intérieur du réservoir, soit c'est un problème électrique par rapport à la pompe à essence. Donc Michael essaye de voir et Franz essaie de lui donner des informations du bord de la piste. C'est la seule chose qu'on peut espérer et essayer de trouver une solution pour amener la voiture. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, moment choisi par les montgolfières pour entamer leur féerique balai, les Ferrari poursuivaient leur récital avec cette fois la 575 Maranello GPC de Vincent Voss, Mika Salo, Fabio Babini et Philippe Peter aux avant-postes, avec un tour d'avance sur les 550 Maranello de la BMW Scuderia Italia, plus que jamais en embuscade. C'est déjà au 4e rang qu'apparaissait la première des Porsche Freisinger et aux surprises, c'est la 77 de Vassiliev, Bernard et Bergmeister qui se montrait la plus régulière. Dans les rangs BMW, on se relevait d'une avant-soirée difficile, Kurt Mollekens croisant en 7e position. Alors que la nuit envahit peu à peu le circuit de Francorchamps, le bal des Ferrari semble continuer. Vincent Voss, votre coéquipier Fred Bivoui a connu des problèmes de boîte de vitesse, mais pour vous, tout semble fonctionner à merveille. Oui, là, jusque-là, tout se passe bien. Évidemment, la course est encore très longue et on a encore beaucoup de choses à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on vient de passer le cap un petit peu de la chaleur. Et on a bien entamé la nuit, on est en tête avec quelques secondes d'avance sur une autre Ferrari. Et on a une marge qui est assez bonne pour l'instant. J'ai parlé bien fort et dans votre oreille parce que c'est dur de s'entendre ici. Comment se passe la cohabitation avec l'ancien pilote de Formule 1, Mika Salo, votre coéquipier? Très bien, j'espère que tous les pilotes de Formule 1 sont comme lui. Très simple, et vraiment il s'adapte à l'équipe et à ses équipiers parfaitement. Alors confiant pour la suite, Vincent? Oui, maintenant c'est ma 10e participation ici aux 24 heures. J'ai roulé d'ailleurs avec toi. Et on sait que 24 heures c'est très long et il y a encore énormément de choses à faire et on n'est pas encore au bout de nos peines. La voiture qui est justement au ravitaillement et on va regarder ça et puis on va la laisser repartir surtout. C'est sur cette domination des Ferrari 550 et 575 Maranello que l'on se quitte quelques instants. Rendez-vous après la pub pour plonger dans la nuit des 24 heures de Spa. A tout de suite. Bienvenue dans la seconde partie de cette émission au Proximus 24 heures de Spa. Les pilotes doivent maintenant faire face à l'obscurité qui s'est abattue sur le circuit et comme de coutume, les problèmes ont été légion. Reportage de Marc Lacroix. Clairement données favorites, les Ferrari ne décevaient pas. Que du contraire, puisqu'en cette fin de journée, 3 d'entre elles monopolisaient toujours le podium provisoire et rien ne semblait devoir enrayer leur progression.
C'était sans compter sur les risques que cette prestigieuse course spadoise comporte toujours, puisque peu avant minuit, la 550 Maranello numéro 1 rentrait au stand légèrement chiffonnée. J'avais touché en détrit avant, et la voiture s'est levée avant, il a viré à droite et il a touché le guardrail. La seconde voiture de la Scuderia Italia repartira, mais après 20 minutes de travail et hors du top 5. Pendant que la traditionnelle fête du village implantée face au stand battait son plein, une autre facette bien agréable des 24 heures, sur la piste, les choses demeuraient plus calmes avec finalement assez peu de faits de course notoires. Ce qui arrangeait plutôt bien Jean-François Imroul et ses équipiers, Peter Wyss et Vanina X, qui avec la complicité d'une fiable Porsche couvée par le Müllner Motorsport, pointaient déjà en tête du groupe 3. On est déjà 15e, on a vraiment un très bon équipage, encore aucun problème technique, on est en tête de notre catégorie, donc je pense que plus le temps avance et plus on gagne des places. On continue à rouler comme suivant notre tableau de marche, vraiment au fur et à mesure, en respectant un peu la voiture, en n'utilisant pas trop les freins, et on va voir ce que ça va donner à la fin. Du côté du Forum, les jeunes poursuivaient leur formation par le biais des innombrables problèmes rencontrés par la Lotus Elise de Close, Ménage, Pecoraro et Sylvie Delcourt. Ce genre d'arrêt se reproduira encore par la suite pour doucement offrir à la petite barquette anglaise la palme de celle qui aura passé le plus de temps au stand. La Lister privée de Campbell Water vivait pour sa part une aventure un peu particulière. 2 pertes de capot avant ayant épuisé le stock, les mécaniciens du Création Autosportif se rendaient en piste afin d'en récupérer un. Une fois cette expédition nocturne improvisée et accomplie, la 27 pouvait reprendre la piste, il est vrai, dans les profondeurs du classement. Pour sa part, Bas Lenders devait longuement attendre que l'équipe de Tony Gillet remette l'unique Vertigo encore en course en état, suite à un 3e problème de moyeu avant. Une vingtaine de minutes étaient à nouveau perdues dans cette seule intervention. Chez BMW, tout semblait bien se passer, notamment pour la 143 de Garcia, l'ami Prio et notre compatriote Kurt Molekens, qui continuait de tourner à un rythme soutenu, en dépit des propos tenus par ses pilotes. On a décidé de soutenir un rythme, je veux dire, plat, d'essayer de rouler constant. Quand on voit tous les dégâts, les abandons qu'il y a déjà eu, je pense qu'il vaut mieux jouer la carte de la régularité plutôt que d'essayer d'aller chercher des temps. Donc j'ai essayé de soutenir un rythme très constant, avec une certaine marche. Il est quand même la nuit, il y a beaucoup de pilotes qui sont un peu perdus, donc il vaut mieux être un peu vigilant plutôt que d'attaquer à fond. Peu après, c'est pourtant du team de Charlie Lam que provenaient des rebondissements importants. Déjà pas mal retardée précédemment, la 142 restait coincée au stand pendant près d'une demi-heure, victime d'un problème de démarreur. Ce qui devait être un simple changement de pilote se transformait en catastrophe. De 7e, la voiture de Stuck et des Muller chutait au 15e rang. Pire encore, peu avant 4 h du matin, alors que les pescards sortaient pour nettoyer la piste suite à la violente sortie de la Porsche numéro 70 de Bellingen, Fumal, Gay et Hortz au niveau du raccordement, la 143 ne passait plus. Alors qu'elle demeurait pour ainsi dire l'unique véritable menace pour les Ferrari, la M3 GTR de pointe du team Schnitzer rendait l'âme, officiellement suite à un problème mécanique. Parallèlement, un bruit de couloir faisait état d'une panne d'essence. Sans doute ne connaîtra-t-on jamais la vérité, mais ce qui est sûr, c'est que ces autos présentés comme les outsiders ont clairement déçu. Il n'empêche qu'avec cet abandon, la tête de la course perdait une bonne partie de son suspense. Dans le sillage des 2 Ferrari de tête pointaient désormais les 2 Porsche NGT du Freisinger Motorsport, la 77 de Vassiliev Bernard Bergmeister et la 50 de Dumas Collard Ortelli. Mais si une bonne part du suspense avait disparu avec le cap de la mi-course, la monotonie ne s'installait pas pour autant sur Francorchamps. Au contraire, les choses avaient même tendance à se précipiter. Les ultimes représentantes de chez Saline lâcheront par exemple leur dernier soupir avant 5 h du matin. Une hécatombe dont on peut dire qu'elle était attendue dans le chef des voitures américaines. Du côté de la Ferrari 575 Maranello de Longin, Wendlinger, Müller et Cortals, on s'offrait une petite escapade dans le bac à sable de Bruxelles, laquelle nécessitait une rentrée au stand pour réparation. C'est aussi durant ce laps de temps que la Viper numéro 10 de Duet, Lemray, Demant et Fanny du Château laissait apparaître quelques signes de faiblesse, notamment d'ordre électrique. Bonne surprise de ce début de course, l'américaine du Swans Racing parvenait cependant à se maintenir dans le top 6. On a du mal à redémarrer quand on s'arrête au stand. Et bon, apparemment ils ont changé la batterie, ils ont permuté les batteries. Je n'en sais pas plus, mais c'est un petit souci quand même. Et j'espère que ça ne va pas trop se détériorer au fil des heures.
Un peu avant 6 h du matin, la Porsche GT3 des Anglais Cocker, Sugden, Mullen et Hughes, alors 7e et 4e en NGT, devait renoncer entre Bruxelles et le Speaker Corner, boîte de vitesse bloquée. Une demi-heure plus tard, la Viper 32 d'Alliot perdit une roue au raccordement. François Laberthe, alors au volant, parviendra néanmoins à ramener l'auto auprès de son équipe. Même moment, même endroit, une jante se brisait net sur la Porsche GT3 du Auto Rolando Sport. Mais si elle parvenait à rejoindre son stand après une demi-heure, c'était pour ne plus en repartir. Dans les stands, justement, où la valse des soucis mécaniques se poursuivait. À commencer pour la BMW numéro 142 qui rencontrait à nouveau des soucis comparables à ceux déjà subis durant la nuit. Un fait de course dont aurait dû profiter le quatuor Penders, André de Gastine, Jamard pour entrer dans le top 10. Mais c'est à ce moment que leur Porsche était surprise à l'arrêt à l'entrée des stands, suspension arrière cassée. Rudy Penders parviendra toutefois à regagner son box et le TGV Racing poursuivra sa route. Mais il s'en sera fallu de peu. Devant, les Porsche du team Freisinger poursuivaient leur bataille interne tout en assurant leur 3e et 4e position. En début de matinée, de légers soucis sur la 77 de Bergmeister permettaient à la 50 d'Ortelli de reprendre la tête de la catégorie NGT. Difficile pour elle de faire mieux face aux 2 Ferrari de tête qui poursuivaient leur festival. Durant toute la nuit, la 11 de Voss et la 2 de Calderari se partageaient le leadership, souvent à l'avantage de la voiture de notre compatriote. Ce, en dépit du forcing de Fabrizio Golin durant son relais de nuit, qui le donnait régulièrement 4 à 5 secondes plus rapide que la voiture du Belge, non sans tourner un moment en 2 minutes 18. Enfin, mis à part la fin de l'agonie de la Corvette, l'ultime incident de cette fin de matinée était à mettre à l'actif du Zwans Racing. Depuis le début de la nuit, la Viper de Duet concédait régulièrement du temps, mais en dépit de cela, elle était parvenue à se hisser dans le top 5. Dans un premier temps, un moyeu récalcitrant lui faisait perdre quelques places avant qu'elle n'abandonne brutalement vers 9 h 30. Manifestement, la Viper n'est plus la référence qu'elle a été. C'est un peu dommage parce que bon, jusqu'il y a 1h30 d'ici, on était 5e. On a eu un petit problème de porte-moyeu qu'on a dû changer et là on a perdu beaucoup de temps. J'ai repris le volant et mon relais a duré 45 minutes et puis là le moteur a cassé, donc c'est fini. Alors qu'un quart de la distance restait à couvrir, 2 Ferrari menaient donc devant 2 Porsche NGT, tandis que la BMW rescapée de Hans-Joachim Stuck menait toujours le groupe 2 et la Porsche de Jean-François Imroul le groupe 3. Mais comme d'accoutumé, nuit et petit matin avaient été meurtriers. Ça y est, nous sommes entrés dans la dernière phase de ces 24 heures de Spa. L'occasion de faire le point avec l'une des équipes les plus sympathiques du plateau. José Claus, comment se passent ces 24 heures pour la plus petite équipe de ce peloton? Mais d'abord, énormément de travail la nuit. Donc pendant les 5 premières heures, on n'a pas connu de problème. Et puis, en une fois, on a eu un alternateur, un support de maître cylindre d'embrayage, l'échappement, un support moteur, la butée d'embrayage, un joint de culasse. Donc, je vais dire que les jeunes qui sont en formation ici en ont eu pour leur argent. Donc, ces 24 heures sont une superbe motivation pour les étudiants du Forum. Comment fonctionne l'équipe exactement? Donc, pour l'instant, il y a 8 stagiaires, dont 4 qui ont déjà plusieurs mois d'expérience et 4 qui sont entrés le 12 juillet, donc il y a à peine 3 semaines. Donc, ils sont vraiment dans le bain, quoi. Et ils sont accompagnés de 4 formateurs. Alors c'est pas trop difficile d'être au volant d'une voiture nettement moins rapide que les voitures de tête? Je ne pense pas, je crois que c'est la même chose pour les voitures du milieu de peloton. Ils doivent regarder autant que nous dans leur rétroviseur pour voir si les premiers n'arrivent pas dessus. C'est vrai qu'en ligne droite, il y a des différences de vitesse je vais dire, allez, ça se situe entre 20 et 40, 50 km/h de différence. Mais dans les courbes, on fait jeu égal. On attaque la dernière ligne droite de ces 24 heures de Spa avec un duel haletant entre les 2 Ferrari de tête avec les Porsche en embuscade. Alors, victoire italienne, belge ou allemande? La réponse avec Nathalie Perrard et Vincent Franzen.
Au moment d'entamer le dernier quart de ces 24 heures de Spa, tout continuait à tourner parfaitement pour la Ferrari 575 Maranello de Vincent Voss, Mika Salo, Fabio Babini et Philippe Peter, qui poursuivait son récital avec un bon tour d'avance sur la 550 Maranello de Golin, Capellari, Calderari et Briner. Au sein de l'équipe GPC Squadra Corse, tous n'affichaient pourtant pas le même sourire. Pour la 13 de Frédéric Bouvy, Didier de Fourny, Gianni Morbidelli et Emmanuel Enaspetti, les ennuis succédaient en effet aux ennuis, à tel point que l'ultime objectif de cet autre 575 Maranello était de tenter de rejoindre l'arrivée sans plus. Maintenant, il y a un problème de direction et en plus l'extincteur s'est déclenché. Donc après le pneu crevé qu'on a eu pendant le premier relais, puis on a eu 2 boîtes et puis l'embrayage. Et puis maintenant ça. De problème, il en était aussi question pour la Ferrari JMB de Karl Wendlinger, Pierre-Yves Cortals, Bert Longin et Alex Muller, qui accumulaient les contretemps durant l'épreuve, de quoi l'éloigner d'un possible top 10. Si Bert Longin est l'un des pilotes réguliers du team français dans le championnat FIA GT, Pierre-Yves Cortals a de son côté constitué l'une des bonnes surprises de l'épreuve. Au sommet du classement, le duel entre les Ferrari de générations différentes allait tourner court en fin de matinée, lorsque l'extracteur arrière de la voiture de Vincent Voss se détachait. Si les mécanos de l'équipe GPC mettaient les bouchées doubles, la 11 glissait de la première à la deuxième place pour se retrouver à 2 tours des nouveaux leaders de la course. À 4 heures du dénouement final, c'est donc la BMS Scuderia Italia qui se retrouvait au pouvoir. Fabrizio Golin, Luca Capellari, Enzo Calderari et Lilian Briner devant désormais gérer leur avantage afin de gagner en rang par rapport à l'an dernier. Et comme pour leur rappeler que rien n'est acquis à l'avance, l'autre voiture du team italien rencontrait de nouveaux problèmes qui la privaient définitivement d'un bon classement. Il était donc écrit que cette édition 2004 des 24 heures de Spa ne serait pas celle de Matteo Bobbi. Dans le clan Freisinger, les dernières heures de course faisaient d'abord place au stress, avec des ennuis d'échappement pour la 50 d'Ortelli, Collard et Dumas, qui perdaient 2 tours dans l'aventure. Il en fallait pourtant plus pour déstabiliser l'équipe allemande, qui effectuait à nouveau une impeccable démonstration, plaçant ses 3 Porsche 996 GT3 RSR aux 3e, 4e et 5e positions finales, ce qui leur permettait de réaliser un incroyable triplé dans la catégorie NGT. Un an après la victoire surprise d'une Porsche, le constructeur de Stuttgart a une nouvelle fois marqué l'épreuve de son empreinte. Pour BMW, la pilule est un peu plus dure à avaler. Muller et Stuck sauvant l'honneur avec une 6e place finale, mais on attendait mieux des M3 V8 GTR. Parmi les excellentes performances de ces 24 heures, on retiendra la superbe 10e place, assortie d'une victoire dans le groupe 3 pour la Porsche 996 GT3 Cup Müllner Motorsport de Jean-François Hemroul, Vanina X et du Suisse Peter Wyss. Sans avoir rencontré le moindre souci pendant les 2 tours d'horloge, le bolide n'a cessé de grimper dans le classement, le talent des pilotes faisant le reste. Autre prestation de choix, celle d'Éric Jamard, Jean André, Rudy Penders et Nicolas de Gastine, qui enlèvent la 2e place en catégorie nationale GT avec leur Porsche 996 GT3R. Quant à la gilet Vertigo officielle, en dépit de ses ennuis de moyeu, elle a rejoint l'arrivée sur le podium du groupe 2, ce qui constitue une prestation de choix pour Sébastien Hugeux, Renaud Cupens et Bas Leinders. C'était une vis qui cassait au niveau de la suspension. Et bon, on l'a eu que 3 fois, sans ça on n'aurait jamais fait que le plein et changé les pneus, donc c'est de toute bonne augure. Hein. On reste dans le clan belge avec la vaillante prestation de la Lotus Elise du Forum que José Claus, Philippe Ménage, Lino Pecoraro et Sylvie Delcourt ont ramené à l'arrivée et pas à la dernière place qui plus est. C'est complètement inespéré. À 11 h du soir, hier, on était arrêté au stand avec plusieurs problèmes. On n'y croyait plus trop, mais les stagiaires du Forum se sont battus jusqu'au bout. Et pour finalement être à l'arrivée, c'est magnifique. Et en plus sur le podium. Dans le haut du classement, la dernière heure de course était marquée par un duel à distance entre la Suissesse Lilian Briner et le Verviétois Vincent Voss. Et même si la BMS Scuderia Italia a laissé filer un tour en raison d'un petit problème de frein, plus rien n'allait modifier le classement de l'épreuve. Ayant décidé de ne plus attaquer outre mesure, Voss, Salo, Babini et Peter clôturaient la course en 2e position. Un résultat de tout premier plan pour une Ferrari 575 Maranello dont on pouvait douter de la fiabilité sur 2 tours d'horloge. Un équipage magnifique, mes équipiers ont fait vraiment un boulot terrible. Et ouais, j'ai toujours eu de très bons équipiers ici. Et bon, c'est quand même une très belle réussite pour l'équipe. Je crois que c'est la première fois qu'une 575 termine une course de 24 heures. Et je crois que c'est vraiment un exploit de la part du team GPC.
51 ans après la dernière victoire d'une Ferrari aux 24 heures de Francorchamps, la BMW Scuderia Italia a donc renouvelé. L'avenir de l'épreuve orchestrée. L'avenir de l'épreuve orchestrée par le Royal Automobile Club de Belgique est plus que jamais assuré. Pas de doute, Francorchamps compte parmi les plus belles épreuves d'endurance au monde. Voilà, terminé pour l'édition 2004 des 24 heures de Spa. La semaine prochaine, Moteur reprendra son cours normal avec un avant-goût du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Il sera aussi question de supermoto, d'aventure à moto, d'un concept étonnant permettant au plus grand nombre d'essayer des voitures de rêve et de rallye avec Freddy Loax. Entre-temps, amusez-vous bien, profitez du soleil et à bientôt.